Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des optionnels et également des gardes de type. On va commencer tout de suite par définir un alias pour des objets user et nos objets user vont avoir différentes propriétés, notamment un nom d'utilisateur. On va avoir également un identifiant et on va avoir également pour les objets user des propriétés optionnelles. Par exemple, une propriété image qui va être optionnelle. Donc pour ça, on utilise le point d'interrogation après le nom de la propriété, et on donne toujours un type pour la propriété. Dans ce cas-là, si on passe le curseur au-dessus de la propriété image, on voit que TypeScript comprend tout de suite que cette propriété est soit une chaîne de caractères, soit undefined. Au niveau interne, il utilise une union. C'est exactement la même chose que de renseigner une propriété image qui va être soit une chaîne de caractères, soit undefined. C'est juste un raccourci que d'utiliser le point d'interrogation ici. Forcément, lorsque l'on va créer des fonctions qui vont utiliser les objets user, il va falloir prendre en considération cette propriété qui est potentiellement undefined. Donc si on crée une fonction getUserImage, ici en paramètre on va passer un objet user et on va retourner une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, si on se contente de retourner user.image, on a tout de suite une erreur puisque la propriété est potentiellement undefined et nous on a dit que notre fonction retournait systématiquement une chaîne de caractères. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser une garde. Donc on va aller regarder le type de la propriété, et si le type de la propriété est différent de undefined, eh bien ça veut dire que le type est donc chaîne de caractères, et donc dans ce cas-là, on peut effectivement retourner user.image. Alors on a toujours une erreur, puisque notre fonction doit impérativement retourner une chaîne de caractères. En dehors de cette condition, eh bien autrement, on va retourner simplement une image par défaut. Si l'utilisateur n'a pas d'image associée à son profil, eh bien on retourne une image par défaut. Alors ici, au lieu d'aller vérifier le type de la propriété image, eh bien ce que l'on pourrait faire, c'est vérifier directement si la propriété image existe. On avait vu dans la série sur TypeScript que l'une des particularités du type undefined, c'est que le type undefined correspond également à la valeur undefined. Au niveau de la condition, on peut soit aller vérifier le type de la propriété, ou alors vérifier s'il y a une valeur pour cette propriété. Ici, on pourrait même, au lieu d'utiliser une condition comme celle-ci avec le mot-clé if, eh bien on pourrait utiliser une condition ternaire. Ici, on va retourner et on va avoir notre condition ici. Donc si la propriété image existe, eh bien dans ce cas-là, on va retourner user.image. Autrement, on va retourner notre image par défaut. Et donc dans ce cas-là, on pourrait même se débarrasser des accolades et du mot-clé return. Alors on peut également avoir des propriétés optionnelles de manière imbriquée. Par exemple, une propriété location, qui va être un objet, et à l'intérieur, on va avoir une propriété adresse, qui va être également optionnelle. Et on pourrait imaginer également des propriétés latitude et longitude qui vont être des nombres, et ces propriétés, elles, vont être requises. Si on crée une fonction qui permet de récupérer l'adresse de l'utilisateur, à nouveau en paramètre, on va prendre l'utilisateur, on va retourner une chaîne de caractères. Donc dans ce cas-là, on pourrait avoir des conditions multiples, ou bien ce que l'on peut utiliser, c'est l'enchaînement conditionnel.
Ici, on peut aller vérifier si la propriété location existe et également si la propriété adresse existe bien. On retourne bien l'adresse si ici on a bien une location et une adresse. Autrement, eh bien, on va utiliser l'opérateur de coalescence. Si cette partie-là de l'expression est nulle, eh bien, on va retourner par défaut une chaîne de caractères vide. Voilà comment on peut écrire ici une garde en utilisant l'enchaînement conditionnel et l'opérateur de coalescence. Alors on peut également avoir des paramètres optionnels dans les fonctions. On en a parlé dans la vidéo précédente, alors on va faire un rappel là-dessus. On va créer une fonction qui va permettre de générer une commande. Ici on va avoir la quantité, le prix unitaire, et également une propriété optionnelle pour le rabais. Et on va retourner également une chaîne de caractères. On va avoir la commande. On va aller regarder si il y a bien une valeur pour le rabais. Et si c'est le cas, eh bien on va faire le calcul suivant. Donc, la quantité fois le prix moins le rabais. Autrement, eh bien on va juste faire la quantité fois le prix. Alors, on peut également avoir des fonctions callback optionnelles. On va voir un exemple de ça. Alors, ce que l'on pourrait faire, c'est d'abord créer un type pour représenter des coordonnées avec deux propriétés qui vont être des nombres. Et ensuite, on va avoir une fonction translate qui va permettre de translater les coordonnées. Donc ici, on va prendre un objet coordonné, et de manière optionnelle, on va avoir un callback qui lui aussi va prendre un objet coordonné et qui va retourner vide. On a un paramètre optionnel qui est une fonction callback. Et notre fonction translate va retourner également void. À l'intérieur de la fonction, eh bien, on peut effectuer la translation. Donc on va rajouter par exemple 10 sur les deux coordonnées. Et ensuite, eh bien, de manière optionnelle, on va exécuter notre callback. À nouveau, ici, on a la syntaxe avec le point d'interrogation, ensuite le point, et ensuite on exécute la fonction si elle est présente. Et on va passer ici notre objet coordonné. On peut tester notre fonction translate. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un objet coordonné. Et ici, on va pouvoir tester la fonction translate. Donc on va d'abord tester la fonction sans le callback. Et ensuite, on va tester la fonction avec un callback. Donc ici, on va prendre l'objet coordonné. Et on va juste le loguer dans la console. Si on relance le script, on a bien donc le résultat attendu, à savoir que la première fonction translate a été appelée, et donc elle a translaté les coordonnées une première fois. Et ensuite, la deuxième fois que l'on a appelé la fonction translate, on a translaté à nouveau les coordonnées, et on a en même temps logué les coordonnées dans la console. Voilà, les callbacks optionnels, c'est quelque chose que l'on voit assez rarement, mais qui en réalité peut être assez pratique. Alors maintenant, on va pouvoir revenir sur la question des gardes. Jusqu'alors, on a fait plutôt des gardes pour vérifier si des propriétés étaient bien définies. Mais on peut également utiliser des gardes pour créer différents cas en fonction des types que l'on va avoir dans les fonctions. Donc c'est quelque chose que l'on avait vu dans la vidéo précédente sur l'overloading.
mais en réalité, c'est un principe, les gardes de type qui vont pouvoir s'appliquer, au-delà, du seul concept de l'overloading et c'est quelque chose qui, va être, utilisé en permanence en TypeScript. Par exemple, on va avoir ici une fonction qui va permettre de formater des dates. Et ici, on va avoir un paramètre date et on va avoir différents types pour ce paramètre date. Donc on va utiliser une union et on va dire que notre paramètre date va être soit un nombre ou bien un objet date. Et on va retourner une chaîne de caractères. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser des gardes de type et effectuer des opérations différentes en fonction du type que l'on va recevoir en argument de la fonction. Ici, on vérifie si le type de date est égal à nombre, on va retourner une nouvelle date, on va passer notre date, qui est un nombre, dans le constructeur, et on va utiliser la fonction pour transformer la date en une chaîne de caractères. Ensuite, deuxième cas, si notre date, donc le paramètre, est un objet date. Donc dans ce cas-là, on peut vérifier les choses comme ceci. On vérifie que le paramètre date est une instance de la structure date. On peut retourner tout simplement date, point, et ensuite on utilise la méthode sur les dates, qui permet donc de convertir la date en une chaîne de caractères. Alors ici on a toujours notre erreur, puisque on doit retourner impérativement une chaîne de caractères. Alors ce que l'on pourrait faire, c'est comme on a vu dans la vidéo précédente ou la vidéo d'avant, c'est créer une fonction d'erreur. Ici on va avoir un message d'erreur. Ici on l'avait vu, hein, ces fonctions qui permettent de créer des erreurs retournent un type de never, puisque à l'intérieur on va jeter une erreur. Et ici on va passer le message. Et donc ici ce que l'on pourrait faire, c'est retourner et créer une nouvelle erreur. Et ici on va dire tout simplement format de date invalide. Alors ici, au lieu de créer une fonction d'erreur, on pourrait tout simplement jeter l'erreur. C'était juste pour faire un petit rappel sur le type de never. Si on ne rentre dans aucun des cas ici prévus par les gardes, eh bien on jette une erreur en disant que le format de la date est invalide. Alors, ce que l'on pourrait faire également, c'est créer une classe avec donc un type qui va être custom date, donc une date personnalisée. Dans la classe, on va avoir différentes propriétés. Le jour, qui va être un nombre, le mois, qui va être également un nombre, et l'année, qui va être un nombre. Alors ici, on peut donner des valeurs par défaut pour les attributs de la classe. Donc le premier jour du mois, le 1er janvier, et l'année 2000. Autrement, on va avoir un constructeur avec des paramètres. Et lorsque l'on va instancier la classe, eh bien on va pouvoir assigner les valeurs des attributs de notre objet créé par la classe, comme ceci.
Et donc maintenant, on peut utiliser également ce type custom date ici dans notre union. Dans la fonction, on va prévoir également le cas où notre objet est une instance de custom date. Et donc dans ce cas-là, on va juste retourner une chaîne de caractères. Et ici, on va avoir la propriété day, ensuite la propriété month, et enfin la propriété year. Et donc, on a bien prévu les trois cas, et autrement, on a une erreur. Alors notez bien la différence de syntaxe ici au niveau des gardes. Ici, dans le premier cas, notre paramètre est une primitive. Donc pour les primitives, que ce soit les nombres, les booléens, les chaînes de caractères, les symboles, eh bien on va utiliser cette syntaxe avec typeof, et on vérifie donc si le paramètre est égal, si le type du paramètre est égal à soit nombre, booléen ou chaîne de caractères, etc. Dans le cas d'une structure comme la structure date ou par exemple les maps, les ensembles, etc., on va utiliser cette syntaxe avec le mot-clé instance of, parce que les structures, on le sait, sont initialisables, sont plutôt instanciables. Donc on peut instancier un objet date ou un objet map ou n'importe quelle structure avec le mot-clé new. C'est la raison pour laquelle on utilise instance of. Et pareil évidemment pour les classes que l'on a créées nous-mêmes, comme ils sont instanciables et que l'on peut créer des objets à partir de cette classe, on utilise le mot-clé instance of. Type of pour les primitives et instance of pour les structures et les classes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les optionnels et également sur les gardes de type. Donc c'est quelque chose de très important en TypeScript que l'on rencontre en permanence. C'est la raison pour laquelle je voulais faire une vidéo spécialement sur ce sujet. Alors j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour la suite de la série sur TypeScript.